êtes à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au 19h50. Tout de suite, voici les titres à la une de l'actualité ce mardi soir. Les écoliers laborieux vont avec joie affronter l'ouvrage du certificat d'études primaires, un refrain qui colle avec l'actualité de 337 000 candidats qui ont débuté l'examen ce matin. C'est le grand saut pour les tout-petits et le 19h50 fera un arrêt majeur sur leur cahier de morceaux choisis à l'ère où les écrans d'ordinateur ont remplacé les pages des cahiers. Donner son sang, un geste de générosité qui ne coule pas de source. Trop peu de donneurs face à un trop plein de demandeurs. Entre 2020 et 2021, une baisse de 20% des dons de sang est enregistrée. Pour l'OMS, il est plus qu'important de rappeler que verser quelques gouttes de sang peut sauver des vies. Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus au 19h50 sur Canal 2 International. Ce mardi marque la date du début des épreuves du CEP. À Douala, la délégation conduite par la secrétaire d'État au ministère de l'Éducation de base a visité quelques centres d'examen dans la ville pour apprécier les dispositions prises pour la dite session. Les précisions avec Titi Freeman et Stéphane Binac. Masque arboré et concentration aiguisée, ces jeunes écoliers affrontent les épreuves écrites du certificat d'études primaires pour les francophones et du First School Living Certificate pour les candidats anglophones. C'est une des nombreuses dispositions sanitaires, sécuritaires et administratives appréciées ce jour par les autorités du ministère de tutelle dans les centres d'examen de la ville de Douala. Les candidats ont répondu présents. Les encadreurs sont présents. Nous avons, n'est-ce pas, apprécié la présence de toutes les instructions que le ministre nous a données sur le terrain, l'observance, n'est-ce pas, des mesures barrières et des nouvelles qui nous parviennent, n'est-ce pas, des autres délégations départementales sont concordantes et vont dans le même sens. Toute chose qui nous permet de dire, sans risque de nous tromper, que l'examen se passe sans anicroche. Après 2 jours de composition, ces futurs lycéens et collégiens seront très vite fixés sur leur sort. Les résultats seront proclamés dans les 2 semaines à venir. Compte tenu, n'est-ce pas, du cahier de charge que le ministre nous a donné, nous allons dès demain nous atteler, n'est-ce pas, d'autres activités, notamment les corrections, les délibérations. Et je peux vous dire que nous allons respecter notre cahier de charge, c'est-à-dire qu'avant la fin du mois de juin, nous allons publier les résultats à la grande satisfaction des candidats et des parents. Pour ceux des candidats malades ou absents, des mesures spéciales ont été données aux responsables des centres d'examen par la secrétaire d'État au ministère de l'Éducation de base, qui a également relevé l'État à améliorer des infrastructures des différentes écoles privées et publiques visitées. Ils sont donc 337 000 candidats sur l'ensemble du territoire. Allons dans le Bamé, Noubou, ils sont près de 1000 candidats à l'assaut de ce premier diplôme. Suivons les pas d'Arnaud Devarionda et Espoir Anissé Baïha. Ils sont 5142 candidats au certificat d'études primaires et 946 au First School Living Certificate dans le Mbam et Inoubou qui affrontent les épreuves de français, de mathématiques et de connaissances générales ce mardi matin. Certains parents sont venus accompagner leur progéniture pour leur remonter le moral et s'assurer qu'ils sont effectivement entrés dans leur salle de composition.
Et nous nous excusons de la qualité de cet élément. Je vous le disais en titre, un nouvel aspect du CEP que nous ne connaissons pas, nous les anciens, rangé dans la phase orale de l'examen, le cahier de morceaux choisis qui autrefois était essentiellement manuel, tend aussi vers l'informatisation. Il y va cependant du choix des parents. Corinne Jovial-Tassonquin, Guy Etoko et Michel Foucault en font un tour dans quelques écoles et librairies. Voici la nouvelle version du cahier de morceaux choisis. Le bouquin présente des pages déjà conçues. Dans cette librairie située au marché Etoudi à Yaoundé, il coûte 300 francs CFA. Drapeau du Cameroun matérialisé, hymne national inscrit, des dessins apposés et des lignes bien tracées. C'est la parade idéale pour le candidat à la bourre dans la customisation de son cahier fait main. À la dernière minute, certains parents sont venus prendre des morceaux choisis parce qu'ils nous ont dit que les enfants ont été butés. Donc ils ont fait beaucoup d'erreurs et ils ne pouvaient plus reprendre le travail la veille de l'examen. Raison pour laquelle ils ont pris le morceau choisi, informatisé. Oui, ici, comme dans d'autres librairies de Yaoundé, l'on affirme que ce plan B ne séduit pas beaucoup les parents qui ont une préférence particulière pour l'ancien modèle. Les parents préfèrent prendre les 42 pages double ligne pour en faire eux-mêmes leur propre morceau choisi. Oui. Avec les couleurs, ils dessinent et puis ils écrivent leur chant. Le cahier de morceaux choisis est l'un des éléments de l'oral qui intègre plusieurs matières comme la lecture en français notée sur 10 points, lecture en anglais sur 10 points également, le chant et la récitation notés sur 20, ce qui fait un total de 40 points. Même si parfois ils n'ont pas le choix, parents et enseignants soutiennent que le cahier classique met en exergue le génie créateur et les efforts personnels des candidats. Moi, je ne suis pas d'avis des morceaux choisis qu'on a fabriqués. On devait laisser chaque enfant se faire, sortir le génie de lui en taillant son cahier, en dessinant ses propres fleurs, en coloriant selon son modèle. L'idée originale pour le morceau choisi, c'était qu'on devait être capable de noter déjà la dextérité manuelle de l'enfant. On pouvait découvrir que l'enfant peut bien faire ses dessins, il peut également bien les colorier avant donc d'ajouter les chansons et les récitations. Alors qu'ils sont des centaines de milliers à s'être jetés à l'assaut du certificat d'études primaires ce jour, on saura sans doute à l'issue de leur passage demain entre 13h et 17h, lequel des cahiers aura plus de succès. Et vu qu'on parle de cahiers comme leçon à apprendre aux petits et aux grands, le don de sang. Ce 14 juin, le Cameroun s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale du donneur de sang. À cette occasion, un village du don de sang a été dressé à l'esplanade de la Croix-Rouge à Yaoundé. Des centaines de donneurs s'y sont succédés ce jour pour participer à la collecte. Janice Kamga et Samuel Ebakissé nous en disent plus. Selon des statistiques du Centre national de transfusion sanguine, plus de 90% de dons de sang relèvent de dons de famille ou de remplacement, tandis que 10% seulement sont issus de dons bénévoles volontaires. Nous devons nous soutenir les uns les autres, être solidaires, être généreux et penser à donner régulièrement son sang volontairement et sans rémunération. Le défi de la disponibilité du sang réside donc aujourd'hui dans la capacité du Cameroun à améliorer son système de transfusion sanguine par l'accroissement de ce second chiffre. Et ça sera que quand un malade a besoin de ça, on n'attend pas jusqu'à ce qu'un donneur familial est revenu, un ami est venu, il y aura le sang stocké et ça va aider. Pour chaque poche de sang que tu donnes, ça peut sauver 3 vies. Bientôt, il y aura des centres régionaux de transfusion sanguine, mais ces centres ne seront pas fonctionnels si les gens ne donnent pas de sang. Et puisque la pénurie de sang dans les hôpitaux influe sur la mortalité maternelle et infantile, 400 décès pour 100 000 naissances pour cause d'hémorragie, les partenaires internationaux mettent la main à la pâte. Environ 300 000 $ de matériel qui sert pour la transfusion sanguine et la conservation des postes de sang, pour les maternités, les déplacements aussi. La collecte de sang est une opération coûteuse qui mobilise une batterie d'examens et de la ressource humaine. Mais au Cameroun, l'État subventionne le processus. À cause de ça, le prix qu'on donne souvent se trouve entre 17 000 et 18 000. L'hommage aux donneurs de sang a eu un écho favorable ce 14 juin. À donner un peu d'eux, les volontaires s'en sont donnés à cœur joie.
Et nous insistons sur ce geste altruiste qui peine à s'inscrire dans les habitudes des Camerounais. On note une baisse du don de sang de 20% entre 2020 et 2021. Nos reporters Janice Kamga et Serge Alain Ziebou essaient de comprendre la réticence à ce geste pourtant salvateur. Pour des membres de leur famille ou des proches malades, les Yaoundéens sont prompts à donner leur sang. La mère de mes enfants, on devait l'opérer de l'appendicite. C'était pour mon père. L'équation devient plus difficile à résoudre lorsque la demande est formulée dans le cadre de campagnes de collecte de sang. Vraiment, je n'ai jamais eu l'occasion de faire des dons de sang. Pour lui, j'ai pris le risque, mais pour une autre personne, non. À l'origine de cette réticence figurent en bonne place les a priori sur les formations hospitalières, soupçonnées de créer un business autour de l'opération. J'ai déjà donné le sang fatigué. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne plus jamais. Le jour que moi-même je vais tomber malade, quand je vais arriver là-bas, on va me demander de payer le sang. On a capitalisé maintenant le don de sang. D'autres en font tout un grand marché. Face à pareille considération, c'est avec beaucoup de sang-froid que le personnel médical distille la bonne information. Le sang, lui, il est gratuit, mais les intrants, la conservation de ce sang, les réactifs, pour faire les tests, maladies et autres, tout ça, ça se paye. On se retrouve dans une situation où le Camerounais pense qu'il donne le sang gratuit, mais quand il veut le reprendre à l'hôpital, on lui demande de payer. L'œil de l'anthropologue va chercher des causes encore plus lointaines, logées dans la mémoire culturelle et dans les considérations religieuses des peuples et civilisations africaines. C'est un élément dual, c'est-à-dire en même temps qu'il donne la vie, il peut supprimer la vie. Il y a également les représentations spirituelles. Vous savez qu'il y a beaucoup de spiritualités qui interdisent la transfusion sanguine. Pour inverser la tendance, le maître mot reste la sensibilisation à un détail près, véhiculer le message par une communication bottom-up qui tiendrait compte des spécificités communautaires. Intégrer les hommes d'église, intégrer les chefs de famille, intégrer les chefs de village, les chefs de communauté dans les cérémonies ou les séances de don de sang pour vaincre toutes ces peurs-là. Et surtout que les chefs, les leaders communautaires prêchent par l'exemple. Donner son sang, un acte de solidarité, c'est sous ce thème que l'on célèbre ce 14 juin la journée mondiale du don de sang. À l'hôpital central de Yaoundé, par exemple, des journées portes ouvertes interpellent chacun à poser pour son prochain ce geste de cœur. On reste à l'hôpital justement pour parler cette fois-ci de la Covid-19. Dès demain, mercredi 15 juin, il faudra débourser la somme de 30 000 francs CFA pour des tests de dépistage PCR contre la Covid-19. Ceci à travers la plateforme trésorpublic.cim du ministère des Finances. Le ministre de la Santé publique qui l'annonce indique que les sites de paiement physique sont pour l'instant le laboratoire national de la santé publique à Yaoundé, la Quintinie à Douala, le centre hospitalier régional de Garoua. Nous y reviendrons. Direction à présent sur l'axe Carrefour-Ekounou, Carrefour-Komo, dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé, où viennent d'être lancés les travaux de réhabilitation. Le maire de la ville s'est plié à l'exercice ce 14 juin, tout en appelant la China Road and Bridge Corporation, maître d'ouvrage, au respect des délais d'exécution fixés à 6 mois. Plein phare sur ce tronçon de route avec Karel Mezatia-Choya et Constant Kamga. Battement des mains pour accompagner l'engin roulant lourd en action sur le chantier. Les travaux de réhabilitation de l'axe Carrefour-Ekounou, Carrefour-Komo, dans le 4e arrondissement de la cité capitale, démarrent. Un peu plus d'1,246 milliard de nos francs injectés par la communauté urbaine de Yaoundé sur ce tronçon de route, long d'1,3 km. La China Road and Bridge Corporation, CRCB, maître d'ouvrage, a 6 mois pour exécuter les tâches, dont quelques-unes sont ici énumérées par son représentant. Nettoyage et terrassement. Voilà qui résonne comme un signal de fin de calvaire pour les près d'1 million d'habitants, répartis sur les 61 km² que constitue cet arrondissement, habitués des bouchons parfois interminables dans la zone. Usagers, transporteurs et autorités du coin poussent un ouf de soulagement ce 14 juin 2022. Jamais les taxis n'y viennent parce que les embouteillages, très contents. Parce qu'on avait trop de problèmes sur cette route. Ça va faciliter aussi la circulation.
il n'y aura pratiquement plus d'embouteillage puisque la physionomie du quartier aura totalement changé. Ce nouveau visage n'apparaîtra que si et seulement si les riverains apportent leur pierre à l'édifice, notamment en libérant les emprises des travaux. Recommandation du supermaire sur un ton plutôt ferme. À regarder la pression qui s'exerce sur cette route, je crois que nous allons la supprimer à la circulation et de ne réserver que les seuls mouvements des habitants et des riverains qui pourront y circuler avec leurs véhicules. Tout autre véhicule n'y aura pas accès et que ceux qui aiment tenter des expériences ne tentent pas de violer cette mesure. Zéro tolérance envisagée sur le chantier en cas de faux gestes. Qui se terminera dans 6 mois et ils ne passeront pas sur cette route les camions qui transportent les grumes avec la fin de l'exportation des grumes en zone CEMAC, une mesure qui ne sera pas sans incidence sur la fiscalité forestière. En attendant l'entrée en vigueur de cette décision en janvier 2023, la commission de la CEMAC appelle les États partis à en tenir compte dans l'élaboration des prochaines lois des finances. Monique Naoussifosso et Thierry Nana nous en disent plus. Ce défilé des grumes pour l'exportation ne sera plus qu'un souvenir d'ici janvier 2023. Ainsi en a décidé la commission de la CEMAC pour le compte des 6 pays, dont le Cameroun. L'heure est à l'adaptation des mesures fiscales dans l'élaboration des lois de finances 2023. Lorsque vous vendez par exemple 1 mètre cube de bois à 500 000 francs, vous payez les frais d'exportation, vous payez une taxe à 500 000 francs. Mais si vous transformez le même bois et qui doit être revendu, je ne sais pas, à 1 million ou à 2 millions de francs, vous voyez que la taxe sur la valeur ajoutée également prend du volume. Et donc finalement c'est une loi qui va permettre à l'État d'augmenter sa base fiscale. Au moins, ce n'est pas pour ce qui concerne les produits forestiers, l'État va augmenter sa base fiscale, prélever un peu plus d'argent et puis c'est tant mieux pour les recettes de l'État. Le menuisier Mohamed Tessa, que nous retrouvons dans son atelier, est ravi par la nouvelle car selon lui, les locaux pourront enfin utiliser le bois de bonne qualité. Mais il attend un peu plus de l'État. Il faut que l'État fasse de telle sorte que le petit menuisier doit trouver son compte. En faisant quoi? En créant des entreprises de la menuiserie, que tous ces petits menuisiers doivent venir travailler là-bas pour trouver leur compte. Les rentrées financières des exportateurs d'hier vont prendre un coup assurément. Ils n'ont plus que 6 mois pour s'adapter à la nouvelle donne. Les acteurs de la filière bois, au lieu de continuer à exporter du bois en grume, qu'ils aillent en Chine, à Singapour, un peu partout, n'est-ce pas, acheter cette technologie, franchiser la technologie, l'installer sur place et produire, n'est-ce pas, des meubles de bonne qualité qui vont intéresser les Camerounais et même pourquoi pas la sous-région. Et de ce fait, nous allons passer d'importateurs de produits de meubles à exportateurs de meubles. Le Gabon est un cas d'école en la matière. Il y a 10 ans, il a mis sur pied des mesures incitatives pour encourager la transformation locale et attirer des investisseurs étrangers. Vous parliez, Monique Naoussi, de loi de finances. Le projet de loi de finances portant ratification de l'ordonnance du 2 juin, modifiant et complétant certaines dispositions des lois des finances 2022 sur la table des députés. Le texte a reçu l'accord favorable de la conférence des présidents avant sa présentation au cours d'une séance plénière présidée par le vice-président de l'Auguste Chambre. Avec ce projet de loi, le budget 2022 connaît une augmentation de 328 milliards de francs CFA. Delphine Foncouténé et Serge-Alain Ziebou nous expliquent. Le budget révisé de l'État pour l'exercice 2022 s'équilibre en ressources et en emploi à 6 080,4 milliards de francs CFA contre 5 752,4 milliards, soit une augmentation de 322 milliards de francs CFA. Il est subdivisé en deux, soit une partie 5 977,7 milliards de francs CFA au titre du budget général et 102,7 milliards pour les comptes d'affectation spéciale. Dans la rubrique budget général, l'ordonnance présidentielle fixe le tarif de paiement des tests PCR anti-Covid-19 à hauteur de 30 000 francs CFA, ce qui vient accroître l'assiette des recettes non fiscales de 226,2 milliards de francs CFA contre 216,5 milliards. Avec la flambée des cours mondiaux du baril de pétrole, les recettes pétrolières passent de 806 milliards de francs CFA
contre 562 milliards dans la loi de finances 2022. Les recettes douanières aussi connaissent une baisse due à la crise ukrainienne et les APE sur le commerce extérieur. On est passé de 863,9 milliards contre 903,9 milliards de francs CFA. Dans le registre des dépenses, la prise en charge des revendications des enseignants et l'anticipation de celles du personnel de santé ont fait grimper les charges du personnel. On passe de 1174,3 milliards de francs CFA à 1124,8 milliards. On note également une diminution des frais de transport, missions, relations publiques, communication, entretien et maintenance, entre autres, de 56,5 milliards de francs CFA. Le budget des comptes d'affectation spéciale est projeté à 102,7 milliards, soit une baisse de 50 milliards due à celle du compte d'affectation spéciale Covid. Les besoins de financement connaissent une augmentation de 144 milliards par rapport à la loi de finances. En ce qui est des ressources de l'État, les prêts projetés sont estimés à 746,5 milliards, l'appui budgétaire 313 milliards, financement exceptionnel 105 milliards, émission des titres publics 350 milliards, financement bancaire 154 milliards et autres emprunts 200 milliards de francs CFA. Ce projet de loi est soumis à l'examen des députés depuis ce 14 juin. Son adoption par l'Assemblée nationale, puis le Sénat, lui conférera force de loi, tel que prévu dans l'article 2 de la Constitution. Pendant ce temps, les questions de développement sont adressées dans la région du Nord-Ouest. Les voyants sont désormais ouverts pour les 9 villages de l'arrondissement de Djikwa dans le Nord-Ouest. Tous sont vent debout pour adresser les problématiques de sous-développement. Décision prise au moment où l'épanouissement des populations est mis en cage par la crise sécuritaire dans cette région du pays. Monique Naoussi-Fosso et Annie Collins. Confrontés à plusieurs problèmes, dont le mauvais état des routes en premier, les populations de l'arrondissement de Djikwa dans le département de la Momo, région du Nord-Ouest, veulent prendre le taureau par les cornes. Il y a quelques mois, le Djikwa Cultural and Development Association, en abrégé Djikuda, vient de recevoir la bénédiction de ces 9 villages. Ngwo, Konda, Bakwa, Ikweri, Bassa, Ekwebo, Oshie, Bakoe et Banya. Leurs chefs traditionnels se sont réunis à Bamenda le week-end dernier pour sceller une entente. Question de ramener la paix dans leurs communautés respectives. I equally pray for those who are still to join us. That Father, you know what is still holding them from behind. Put this matter to an end. Notre grand désir est de mettre un terme à toute cette crise, car nous n'aimons pas ce qui se passe actuellement. Nous voulons tous une terre développée, mais nous n'avons pas les moyens. Ces populations reçoivent avec un ouf de soulagement l'annonce du projet de réhabilitation de la route de Acha jusqu'à Djikwa, octroyé par le gouvernement. Cette association étudie le sponsoring de la réhabilitation de cette route et si possible goudronnée. Le gouvernement a écouté les pleurs de la population et leur a accordé ce projet d'une valeur d'1,5 milliard. À travers ce rite traditionnel, les fauteurs de troubles ont été mis en garde, car l'époque où les villageois aménageaient les routes par les travaux manuels a révolu. L'attaché de défense du Nigeria au Cameroun est levé au grade de chevalier national de la valeur. Le contre-amiral Namdi Christiantius Ekom a été décoré ce mardi à Yaoundé par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense au nom du président de la République. Daniel Anissé-Boudi et Serge-Alain Zieboun ont assisté à cette cérémonie. Un air de reconnaissance ce 14 juin au ministère de la Défense. Le Cameroun et le Nigeria se retrouvent pour célébrer leur coopération militaire. Le haut commandement militaire mobilisé pour des instants d'adieu à l'attaché des défenses près le haut commissariat du Nigeria au Cameroun, arrivé en fin de séjour. Pour les services rendus, le Cameroun est reconnaissant. Contre-amiral Namdi Christiantius Ekom, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national de la valeur
à titre exceptionnel. Une distinction pleine de signification pour le récipiendaire. Cameroun et Nigeria, ce sont deux pays qui partagent pas seulement la même frontière, mais beaucoup de choses autres. Ensemble, nous sommes dans le même peuple. Nous avons le même problème, la même situation politique et économique. Donc il faut que nous travaillions ensemble et densifier la résolution étroite qui devra exister entre nos deux pays. C'est auréolé de sa médaille de chevalier de l'Ordre de la Valeur que le contre-amiral Namdi Christian Tous Ekom quitte le Cameroun, où il aura séjourné près de 3 ans. Du Nigeria pour le reste du monde, le Burkina Faso pleure ses enfants. Une attaque djihadiste présumée dans un village a fait au moins 50 morts. Un bilan qui pourrait s'alourdir selon le porte-parole du gouvernement. En RDC, la tension persiste avec le Rwanda. Le gouvernement centrafricain dénonce une attaque à la frontière. Escalmonde porte la signature ce soir de l'île Piédiou et Kelvin Tekam. Le Burkina Faso, encore endeuillé. Au moins 50 civils sont morts le week-end dernier dans une attaque djihadiste présumée contre le village de Seitenga, dans le nord du Burkina Faso. Un des plus lourds bilans depuis la prise du pouvoir par le gouvernement de transition. L'armée ayant été sur les lieux dès hier a commencé une recherche donc des victimes ou des corps. Jusqu'à ce matin, l'armée avait retrouvé à l'entrée donc de Seitenga 5 corps, passant en revue l'ensemble des maisons, et au début de cet après-midi, 50 corps ont été retrouvés et les recherches se poursuivent. Ces hommes, ces 50 corps qui ont été retrouvés, qu'ont-ils fait? Ils n'ont seulement fait que respirer et exister. Nous avons juste envie de dire pardon de vivre. Par vecteur aérien et terrestre, les forces de défense et de sécurité ont débarqué donc à Seitenga. Ils poursuivent les recherches, maison par maison, lopin de terre par lopin de terre. Ici, il s'agit de dire que peut-être que le bilan est plus lourd que les 50 corps qui ont été retrouvés, parce que dès ce matin, des populations sont revenues à Seitenga. Peut-être que certains auraient pris le corps de leurs parents. L'armée demande donc à toutes les populations de collaborer et de leur permettre de faire un comptage afin de livrer un bilan définitif de cette attaque ignoble. L'Union européenne évoque un bilan de plus d'une centaine de victimes et condamne cette attaque. Le porte-parole de la direction militaire du Nord Kivu réagit. Un groupe rebelle de l'Est de la RDC, accusé par le gouvernement d'être soutenu par le Rwanda, a envahi un important comptoir colonial à la frontière avec l'Ouganda. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur le terrain, les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi, ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC, et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les combattants du M23 se sont emparés de la ville de Bunagana dans la province du Nord Kivu, alors que certaines forces gouvernementales se sont retirées en Ouganda. Éclipsées par la famine dans la corne de l'Afrique, plus d'un demi-million de personnes souffrent aussi de la faim dans la province de Karamadjoua, soit 40% de la population de cette région située aux confins de l'Ouganda, du Soudan du Sud et du Kenya. Mon enfant n'était pas malade, c'est uniquement la faim qui l'a tuée. Regardez, elle aussi est au bord de la mort. En première ligne, les enfants qui arrivent dans un état de malnutrition extrême à l'hôpital de Kwabon. Si par chance ils survivent, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils aient toutes leurs capacités dans le futur. Parce que ces enfants ne réussiront pas bien à l'école. Ils seront en retard de croissance et le développement de leur cerveau, de tout, sera compromis. En 3 mois, 25 enfants de moins de 5 ans
y sont morts. Plusieurs centaines de manifestants rassemblés devant le ministère de l'Intérieur pour protester contre la politique du gouvernement britannique. Elle consiste à expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda après l'échec d'une tentative juridique de dernière minute visant à empêcher les vols. Le premier vol doit décoller pour Kigali ce mardi soir. Cette politique vise également à dissuader les migrants de traverser la Manche depuis la France dans de petites embarcations. Et nous terminons ce journal avec un hommage. Le village Bankabaham a abrité un culte d'action de grâce ce samedi 11 juin 2022 en la mémoire du feu Kamdem Philippe Robert. Un hommage qui a rassemblé des fortes personnalités autour du chef de famille. Écho de cette communion fraternelle avec Walter Bertrand et Dimitri Tuaté. Le village Bankabaham, dans le département des Hauts-Plateaux, était le samedi 11 juin 2022 le théâtre du culte et d'action de grâce en la mémoire du feu Kamdem Philippe Robert, un grand moment de commémoration qui marquait le 18e anniversaire du décès de Kamdem Philippe Robert, géniteur de l'honorable docteur Maître Fotso Faustine et plusieurs autres enfants décédés le 11 juin 2004. La messe d'action de grâce est une messe de merci. L'action de grâce veut dire le merci. Je dis merci à Dieu pour ce que nous sommes, pour ce que nous avons, pour ce que nous sommes appelés à devenir. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il nous donne chaque jour. Et en signe de reconnaissance, puisque nous dépendons de lui, notre avoir et notre être. Nous lui disons donc merci pour tous les bienfaits qu'il accorde à chacun de nous dans sa vie. J'ai invité la famille aussi, chacun à mourir de lui-même, mourir de son orgueil, mourir de la méchanceté, mourir du désir de la vengeance. C'est ça la mort en fait, pour pouvoir porter du fruit, celui de l'amour, celui de la communion, celui de l'unité. Et c'est ce à quoi la famille est appelée. Samedi, l'esplanade de la concession familiale était devenue un haut lieu de convergence, un parterre de personnalités, au rang desquels Awafonka Augustine, gouverneur de l'Ouest, honorable Sylvain Patassé, fils de l'ancien président centrafricain, homme politique et député à l'Assemblée nationale de son pays, du bâtonnier de Bangui, du PDG Congelcam, honorable Gouchingue Sylvestre, par ailleurs chef de la délégation permanente du comité central du RDPC pour la MIFI, autorités religieuses et judiciaires, ainsi que la grande famille. Sur la scène, adoration, prière, méditation, mais aussi des actes de reconnaissance. Je suis venu assister l'honorable maître Fotso pour la cérémonie commémorative de son papa. Je pense qu'aujourd'hui, la famille a besoin d'être soudée. Donc, tant qu'une famille est soudée, tant qu'une famille est unie, je pense que la famille aura une grande bénédiction. Et je pense que le papa, là où il est aujourd'hui, il a besoin de cette bénédiction. Il a besoin d'avoir protégé ses enfants. Il a le regard sur ses enfants parce qu'on dit que les morts ne sont pas morts. La pose de la gerbe de fleurs au caveau familial a constitué l'autre temps fort de cette célébration organisée par honorable docteur Maître Fotso Faustine, chef de la famille Chemo Mafinko. Nous qui sommes en place aujourd'hui, nous les doyens de la concession, nous prions à nos frères, à nos enfants qui sont perdus, qui ne se laissent pas sucer par les individus du dehors, qui vont jouer à leur profit, qui viennent nous rejoindre, que nous sommes là, nous les attendons, qui viennent pour qu'ensemble on devient un. Oui, je voudrais remercier avant tout tous ceux qui ont pris la peine d'assister à cette célébration. Je voudrais remercier enfin ma famille qui est venue nombreuse la veille pour la traditionnelle réunion familiale. Oui, je suis chef de la famille Chemo Mafinko depuis 18 ans et chaque 2 ans, parfois chaque année, je réunis les membres de ma famille. Voilà, nous sommes les 4 piliers que voilà, plus ma dernière petite sœur. Quand les 4 piliers se réunissent dans cette concession, on ne peut plus avoir
un autre match possible parce que nous ne sommes pas une famille de notables. Ni mon père, ni ma mère n'étaient notables. Donc, Tete Mouma Fenko que je représente est libre de ce mouvement, n'est pas notable. Je vais m'adresser à feu papa. Papa, tu es mort la veille de mon anniversaire. Cela suppose un gros cadeau d'anniversaire. Un jour plus tôt, le vendredi, la traditionnelle réunion familiale s'est tenue à la résidence. C'est par un vin d'honneur que tout s'est achevé et autour d'un gâteau d'anniversaire. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout de rester en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. Demain à 13h, retrouvez l'édition bilingue du journal. À 15h30, Écho des régions. À 18h15, le journal en langue anglaise. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, pour l'information la meilleure. Et c'est sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.